bien, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Info 7, comme d'habitude, nous allons décortiquer encore une fois de plus l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par ces révélations autour de cette rébellion de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Mais aussi, nous allons revenir sur la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo, sans oublier les défis qui attendent donc le successeur de Jean-Michel Sama Lukonde. Et pour décortiquer l'actualité de la semaine, cette semaine, bien sûr, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous pour la toute première fois sur ce plateau Maître Dalia Chilanda. C'est bien ça? Bonsoir. Ça. Bonsoir, Madame Lauréat. Vous allez bien? Je vais très bien. Eh bien, je rappelle que vous êtes membre du Présidium La Relève. Oui, c'est ça. Alors, La Relève, c'est quoi? Alors, La Relève, c'est une dynamique de fait qui, à l'issue des élections, des jeunes candidats qui ont participé à cette élection, qui ont décidé... L'élection de 2023, de 2023, bien sûr, oui, 2023. Vous étiez candidate? Oui, j'étais candidate. Pour le Donc, candidate malheureuse. On va dire ça comme ça, même si je n'aime pas beaucoup cette expression. Non, mais c'est ça. Vous ne pouvez pas changer cette expression. Alors, dites-nous La Relève. Alors, La Relève, comme je disais tantôt, c'est un mouvement de fait, une dynamique qui réunit en son sein plusieurs figures politiques qui ont certes participé aux élections, mais qui ont décidé, au-delà de tout, de fédérer ensemble, de créer, de s'asseoir, de réfléchir, de parler République. Et bien sûr, tout au long de la campagne, nous avions, chacun d'entre nous avait des programmes, des propositions, mais à l'issue des élections, tant bien que nous n'avions pas été élus, c'est le jeu démocratique qui le veut ainsi, mais on a décidé de se mettre ensemble et pourquoi pas faire de ces propositions-là, de le transmettre à qui de droit. Et c'est comme ça qu'on s'est défini tout simplement comme un mouvement extra-parlementaire qui veut bouger les choses, qui veut apporter sa pierre à l'édifice. Et voilà un peu en quelques mots ce que c'est La Relève. Alors, qui dirige donc ce présidium? Alors le présidium, puisqu'à l'issue des élections, lorsqu'on s'est lancé, lors de notre sortie officielle, c'était important pour nous de réunir en notre sein plusieurs autres jeunes de différents mouvements qui nous ont réunis. Et puisque nous ne voulions pas rester autour d'un individu, l'idéal ici, c'est pour nous d'être fédérés autour d'une idéologie. Cette idéologie, pour nous, c'est la République. Nous voulons défendre les valeurs de la République. Nous voulons prôner haut et fort ce que c'est la République pour nous. Alors, il était important pour que nous ayons un peu une forme de distinction entre les cadres et les membres de La Relève et les présidiums qui est à ce jour composé de six figures politiques dont j'en fais partie. Alors les 6 figures politiques, outre Maître Dalia Chilanda, si ce n'est pas un secret, pouvons-nous les connaître? La population, bien sûr, veut connaître ces figures. Oh, alors, il y a le camarade Eloge Kandolo, il y a le camarade Ben Brian Mbouyi, nous avons le camarade Jonathan Kalumba, Patrick Bidoya et le camarade Christian Moubenga, et je suis la seule femme. Alors, la seule femme, parmi 5 hommes? Oui, parmi 5 hommes. Ça va ou ça casse? Ça va très bien. Alors, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous avez bien dit, c'est pour fédérer vos programmes et tout ça, mais le fonctionnement en soi, comment ça s'est passé? Alors, le fonctionnement, nous avions opté pour, comme on se dit, extra-parlementaire, de fonctionner avec des cahiers de charges et aussi des propositions de loi. Que la première d'ailleurs, bien que nous sommes tout heureux d'avoir eu finalement gain de cause où l'État nous a rejoints, nous avions parlé de la levée de moratoire contre la peine de mort, sur la peine de mort. D'où c'est parmi les premières choses, et nous avons tant d'autres avec le temps, puisque nous nous sommes lancés récemment. Alors avec le temps, nous aurons la possibilité, bien évidemment, d'étendre, et chacun d'entre nous, au sein du Présidium, aura la possibilité d'essayer de faire parler de La Relève, pas que La Relève, mais les valeurs et les projets de loi qui nous tiennent à cœur, pour lesquels nous voulons assidûment travailler. Alors, Maître Dalia, est-ce que ce Présidium est ouvert à ceux qui n'ont pas été candidats aux élections du 20 décembre dernier? Bien sûr, elle est ouverte, puisque, vous savez, aujourd'hui, on est à plus de 3 mois des élections, bientôt 4 d'ailleurs.
D'où ça veut dire que le chapitre élection est derrière nous. Maintenant, tout ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre ensemble, comme je l'avais dit tantôt, de fédérer ensemble afin effectivement de produire pour la République des lois, des propositions de loi qui peuvent nous aider, nous en tant que Congolais et aussi l'ensemble de nos populations. Alors, si votre présidium est ouvert à ceux qui n'ont pas été candidats, il y a autant de structures qui existent déjà. Pourquoi vous n'aviez pas voulu adhérer les structures qui existent déjà? Tout simplement, ce n'est pas que nous n'avions pas voulu adhérer, mais comme je l'ai dit, nous sommes une structure des faits. Puisqu'il y a eu les élections, nous avons concouru ensemble. On s'est dit, mais oui, à l'issue de ces élections, le camarade, par exemple, Eloge, toi tu défendais telle cause, Maître Dalia défendait telle cause. Nous avons décidé tous ensemble. Nous n'avions pas voulu aller en contestation. Nous avions dit que c'est le jeu démocratique. On le prend comme ça. Nous avons tiré des leçons. Certes, il n'y a pas eu que de rose à l'issue de ces élections, mais en tant que politique, on se dit, voilà, c'est de notre devoir de prendre acte nous avions pris part, nous prenons acte, mais essayons d'évoluer pour permettre effectivement ensemble de vouloir nous réunir. Mais pourquoi ne pas rejoindre les autres? Comme je l'ai bien dit, nous étions des faits, nous nous sommes assis, on s'est dit on peut avoir quelque chose d'autre à proposer au-delà de tout ce groupe qui existe déjà. Alors, Maître Dalia, certainement, et c'est sûr que vous n'êtes pas tombé dans la course pour les élections, dans la course des élections, bien sûr, du 20 décembre dernier, comme un cheveu tombé dans la soupe. Vous êtes porté par un regroupement ou un parti politique? Bien sûr. Ma candidature a été portée par le regroupement Réveil Populaire, qui est chapeauté par M. Claude Ibalanki, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Est-ce que vous avez quitté Non, je n'ai pas quitté. Bien que nous n'ayons pas atteint le seuil, je n'ai pas quitté. Je suis là et je continue à soutenir mon regroupement et son autorité morale. Et surtout, vous avez accepté quand même d'évoluer aussi aux côtés des autres candidats malheureux comme vous? Oui, tout simplement parce qu'au-delà, nous sommes dans Repop, c'est vrai, mais nous avons cette liberté-là aussi de penser République, de réfléchir ailleurs. La relève ne vient pas piétiner ce que je fais ne vient pas piétiner ce que je fais au sein de Repop. Au contraire, pour moi, c'est une structure auquel j'ai décidé de participer au-delà du fait d'être au sein du Repop, mais je me suis dit, mais pourquoi pas rejoindre les autres, essayer de formuler de requêtes qui me tiennent à cœur et essayer d'avancer. Voilà. Alors, Madame, Messieurs, place à présent au premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, Info 7. Au premier degré, au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Junior Chabani et son petit frère, Dio Chabani, ont été condamnés à perpétuité pour tentative de meurtre sur leur propre grand frère, Gabriel Chabani. Cet appel n'a pas été intercepté par sentiment, Monsieur le Président. Ils ont relevé appel. Et sur l'acte d'appel, vous verrez, il y a mal jugé. Mais la partie civile demande à la Cour le rejet de cet appel. En conclusion, nous disons que puisque ce n'est pas la même personne, ou ce ne sont pas les mêmes personnes, il y a une recevabilité de ces deux appels-là. Au premier degré, les juges du TGI Gombe étaient arrivés à se faire une conviction que Junior et Dio Chabani avaient effectivement attenté à la vie de leur grand frère. La conviction se fonde sur ce que la Cour a considéré être un mensonge des prévenus. Dans la chronologie des faits, Junior Chabani a reconnu avoir regagné en clandestinité Kinshasa par pirogue à partir de Kingabwa. On est venu par une pirogue à partir du Yacht Club de Brazzaville et on a traversé, on est arrivé à Kingabwa. Pour une personne habituée à voyager par avion et à partir de l'aéroport d'Indjili, arriver à regagner son pays par pirogue et non par le beach Ngobila est révélateur d'un projet funeste. Junior et Dio Chabani ont reconnu avoir fait modifier leurs identités à travers de cartes d'électeurs fabriquées par la mafia. Les personnes qui nous faisaient passer de Brazzaville à ici nous avaient exigé ça en prétendant qu'on avait besoin d'un laisser-passer. C'était une manière pour eux de nous extorquer plus d'argent.
À la question de savoir si Junior et Joe Chabani sont capables de tuer, on peut y répondre par l'affirmative. Junior et Joe Chabani savent bien manipuler les armes. Ils ont même eu à former des policiers congolais. Ces images en disent long. Plusieurs fois, ils ont été aux côtés des militaires pour apporter leur expertise. Ils se révèlent être en possession de tous les moyens possibles pour réaliser des projets funestes. Pour l'heure, l'affaire est en instruction en appel à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Gabriel Chabani, qui n'a eu la vie sauve que par l'intervention des dieux, attend voir la justice dire le bon droit. Le Conseil économique et social reste préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans son speech d'ouverture de la session d'avril, le président de cette institution a rendu un vibrant hommage aux victimes des violences et aux victimes des catastrophes naturelles. L'occasion était propice pour Jean-Pierre Kiwakana de révéler à l'Assemblée que la période d'intercession n'était pas du tout repos. Plusieurs activités ont été menées par les conseils économiques et sociaux, notamment l'intégration des amendements formulés en plénière suivi du toilettage par le comité de lecture pour 2 avis formellement adoptés à la session d'octobre 2023. La finalisation de 4 projets d'avis déclarés recevables à la session d'octobre 2023 et la poursuite de l'examen et l'enrichissement de plusieurs matières annoncées mais non présentées lors de la dernière session ordinaire d'octobre 2023. Durant cette intercession, le bureau du Conseil économique et social a tenu 12 réunions du bureau et 2 conférences des présidents et a pris part également à plusieurs autres activités, aussi bien au niveau national qu'international. À en croire le président du Conseil économique et social, l'année 2023 était laborieuse pour son institution. À l'est de notre pays, comme depuis plus de 30 ans, la violence continue de ravager les tissus sociaux et économiques. Les mêmes auteurs, sous les mêmes prétextes fallacieux, confondant parfois causes et conséquences, se maintiennent dans cette aventure meurtrière. Avec malheureusement la complicité d'une communauté internationale peu concernée, on réécrit l'histoire sans honte et sans scrupule. Faisant fi des épurations ethniques de la fin des années 90, les innocentes populations de l'Est sont condamnées à mort par une loi non écrite, mais manifestement approuvée par les donneurs de leçons qui, hypocritement, sortent de leur tanière pour critiquer l'application de la même loi, mais cette fois-ci écrite, dont l'unique péché idéologique est que celle-ci était abolie par eux et ne devrait donc pas être ramenée en circulation par les victimes qui ne cherchent qu'à se protéger. Bien que budgétaire, cette session qui s'ouvre ce jour sera également consacrée à l'analyse de nouvelles matières et à la finalisation des études menées durant la période de l'intercession. Notons par ailleurs que cette cérémonie riche en couleurs a connu la participation de plusieurs personnalités politico-administratives, dont Judith Souminois Toulouka, nommé le 1er avril 2024 chef du gouvernement, le premier gouvernement du 2e mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. L'Observatoire de la dépense publique et l'Association africaine de défense des droits de l'homme estiment que les silences de la ministre de la Justice concernant la transmission des dossiers de détournement de 24 700 000 $ américains au préjudice de la GECAMINE et du Trésor public consacrent l'impunité de plusieurs personnalités qui ont été mises en cause par l'Inspection générale de finances et par la Cour des comptes. Ces organisations de premier plan dans la surveillance de la gouvernance et la protection des droits humains invite chaque institution à jouer pleinement sa partition pour décourager les auteurs de ce genre d'actes. Le procureur général près la Cour des comptes avait transmis à la ministre de la Justice des dossiers extrêmement importants pour qu'ils soient transmis au procureur général près la Cour de cassation. Il s'agit de dossiers en charge de prévenir Deograce Mutombo Mwana Nyembo, Albert Yuma Mulimbi, Freddy Muganza Bea, Jacques Kamenga Chimuna et Guy Ngongo Okende, dit chef de détournement des deniers publics.
Dossier constitué par l'équipe d'audit de la gestion des soins médicaux à l'étranger pour les exercices 2020 à 2022. Face à ce qui précède, les deux organisations appellent le président Félix Tshisekedi à instruire Madame la ministre de la Justice à transmettre en toute urgence les dossiers ci-dessus au procureur général près la Cour de cassation et à ce dernier d'amorcer la poursuite judiciaire contre les présumés coupables. L'ASADO et l'ODEP appellent les autorités compétentes à prendre à bras le corps ces dossiers, finalité, traduire en justice les présumés coupables. Nous avons identifié un certain nombre de dossiers où il y a eu des gens qui ont été mis en cause par des enquêtes faites par l'IGF, qui n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque poursuite. Et en tant que citoyens, nous faisons notre part. Notre part, c'est de rappeler. Notre part, c'est de mobiliser la presse comme nous le faisons pour que nous puissions, n'est-ce pas, poser ces problèmes à ceux-là qui ont le pouvoir, de par les lois du pays, à agir. Cette activité de l'Association africaine de défense des droits de l'homme et de l'Observatoire de la dépense publique s'inscrit dans le cadre de la campagne lancée depuis février dernier pour lutter contre l'impunité. Le 6 avril marque le début officiel de la mission de Papa Simon Kimbangu de libération de l'homme noir en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, par la guérison miraculeuse d'une maman qui entende commenteuse. De quelques jours, la nouvelle s'est répandue et Nkamba était afflué par la population qui venait de partout, soit par curiosité, soit pour recevoir l'évangile, soit pour recevoir la bénédiction, que sais-je encore. Les commerçants, en bref, ensemble, de concert avec les missionnaires, ont fait arrêter Papa Simon Kimbangu par le pouvoir colonial belge. Le 12 septembre 1921 en Kamba, Papa Simon Kimbangu fut acheminé à Mbanzangungu, là où il fut condamné à mort le 3 octobre 1921 avec un juge unique, le commandant de Rossi. Cette condamnation, sa peine fut commuée par le roi Albert Ier. Donc, après la condamnation à mort le 3 octobre, Papa Simon Kimbangu, ensemble avec ses collaborateurs, fut acheminé à Lubumbashi via Kinshasa, Kisangani, Ubundu, Kindu, jusqu'à Lubumbashi, où il purgea sa peine de 30 ans de prison. Donc, il fut mort le 12 octobre 1921 à 15 h. Le samedi 13 octobre 1951, Papa Simon Kimbangu fut enterré à Lubumbashi. Et après 9 ans, le 25 mars 1960, son corps fut exhumé et acheminé à Kinshasa, exposé à Matadi Mayo le 2 avril. Et le 3 avril 1960, le corps est parti en Kamba pour l'éternité. Donc ce corps aujourd'hui est exposé en Kamba dans le mausolée, le Kilongo, que nous appelons en français le mausolée. Donc Papa Simon Kimbangu aujourd'hui est considéré comme le vieux prisonnier du monde, de l'opinion nationale et internationale. Et la persécution des Kimbanguistes ont fait 37 000 familles déportées et 150 000 martyrs. Donc, ce sacrifice de Papa Simon Kimbangu, cette lutte de libération de l'homme noir, en particulier de l'homme opprimé en général, ne pouvait pas laisser le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, indifférent. Raison pour laquelle il a pris une ordonnance reconnaissant le combat de Papa Simon Kimbangu et la conscience africaine, d'où le 6 avril est devenu désormais, depuis le 30 mars 2023, jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Alors, Maître Dalia, vous l'aviez dit tantôt que votre présidium va notamment élaborer des lois alors que vous ne siégez pas. Comment est-ce que vous allez faire pour faire passer ces lois au niveau de l'Assemblée nationale? Alors, je reprends très bien pour dire qu'il s'agit là des propositions que nous allons soumettre, que nous allons travailler avec ceux qui siègent en parallèle avec eux et essayer de faire entendre. Mais après, il y aura aussi... nous allons jouer aussi un rôle de contrôle citoyen au regard des lois qui existent déjà. Vous savez, dans notre pays, les lois n'en manquent pas, mais nous souffrons beaucoup, surtout au niveau de l'application de celles-ci. D'où, nous, notre rôle, on se dit, au-delà de tout, de toutes les propositions que nous avons dans notre mallette, dans notre gibestière, mais aussi de rappeler déjà, au regard de ce qui existe déjà, d'interpeller un peu les pouvoirs exécutifs, d'y prêter un œil et nous pensons et nous croyons que cela va apporter ses fruits. Alors, le 6 avril, désormais une journée chômée et payée en République démocratique du Congo. Votre réaction? Alors, ma réaction, elle est tout aussi, je rejoins un peu nos amis kimbanguistes, comme on l'a bien suivi, qui ont dit, au-delà même de la fête de kimbanguistes, aujourd'hui, cette journée représente pour nous la conscience même de l'éveil africain déjà. Il faut savoir que l'homme noir, l'homme africain est venu de quelque part, il a une histoire. Et voir des individus de cette époque qui s'étaient levés avec autant de courage comme le prophète Simbo Kimbangu, que je respecte beaucoup, c'est pour nous une fierté de se dire, nous avons eu des vaillants hommes à une certaine époque qui ont non seulement fait face, mais en même temps interpellé la conscience de l'homme africain que nous sommes pour pouvoir changer. Et d'où, aujourd'hui, nous saluons la décision, le décret qu'a pris le chef de l'État pour que cette journée soit immortalisée dans les esprits de Congolais et des Africains en général. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que le combat de Simon Kimbangu, les combats qu'il a bien surmenés, a tout son sens aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il a tout son sens, parce que l'éveil aujourd'hui des Africains, comme on aime dire, ce panafricanisme-là, de vouloir se rappeler d'où nous venons. Nous, en tant qu'Africains, nous avons tendance, aujourd'hui, nous le voyons, on a tendance à se perdre un peu entre toute cette multiculturalité que nous voyons, mais il est toujours important de se revenir vers les sources, et ce combat, effectivement, c'était celle de dire aux Noirs, ne vous sous-estimez pas, vous n'êtes pas des moins-hommes, vous n'êtes pas de sous-hommes, comme l'a voulu nous faire croire à un certain moment le colonisateur, pardon, mais ici pour dire que l'homme noir a toutes ses facultés, mais aussi au regard des enjeux. Parce que la terre que nous avons, l'Afrique, notre héritage, elle a plusieurs problèmes. Mais au regard de tout ce problème, tous ces défis que nous avons, il est grand temps que l'homme africain comprenne déjà son rôle et aussi apprenne à compter d'abord sur lui-même. Parce que nous avons toujours tendance à avoir la main tendue vers l'extérieur, malgré toutes les richesses que nous possédons, sans pour autant jeter un œil, essayer de faire un examen de conscience, d'où même l'importance même de cette journée qui est celle du réveil de conscience pour interpeller chaque Africain dans son rôle et bien sûr en tant que Congolaise, pour nous ça ne peut qu'être une fierté d'avoir un si grand homme dans notre histoire. Alors, vous avez parlé du combat du prophète Simon Kimbangu qui était notamment de faire un éveil des consciences dans le chef des Africains de Congolais. À ces jours, comparer le Congo d'aujourd'hui et les Congos d'hier du temps de Simon Kimbangu, est-ce que s'il revenait, il sera fier de l'actuel pays, la République démocratique du Congo? Ça reste quand même assez difficile. Est-ce qu'il sera fier de l'ensemble de ce qu'on peut... Je prendrai l'aspect politique, l'aspect économique. Je pense qu'il ne sera pas fier de voir ce que est devenu le Congo, puisque il y a eu des avancées à une certaine époque, mais aujourd'hui, nous voyons comment nous avons plus reculé, nous voyons comment nous avons de nos frères qui sont du côté de l'Est de notre pays, qui à cause de cette guerre injuste dont nous sommes victimes, d'où dans l'ensemble je dirais qu'il ne sera pas fier. Mais également il faudrait aussi rappeler que de la réalité qu'il y a eu à cette époque et de la réalité dont nous faisons face, je crois qu'on a encore besoin que certains hommes ou certaines femmes à l'allure de Simon Kimbangu puissent se joindre aujourd'hui pour encore et continuer, parce que ce travail-là, il a fait sa part, mais à nous aussi de faire notre part et de faire changer notre pays, et pourquoi pas l'Afrique, puisqu'on le dit bien, la RDC, c'est la gagette de l'Afrique, d'où c'est important aujourd'hui pour nous de faire développer la RDC pour que nous puissions bénéficier tous de fruits de ce pays.
Alors, il y a d'un côté la situation sociale de la RDC, les Congolais qui croupissent dans la misère, mais de l'autre côté, vous avez suivi ces éléments qui mettent notamment l'accent sur l'appareil judiciaire, ce dossier Chabani, avec Chabani bien sûr, le patron de Congo Web Télévision, avec ses deux frères. Mais d'un côté, nous avons encore, en ce qui concerne l'appareil judiciaire, cette voix qui est une fois de plus levée par les organisations de la société civile, notamment Azado, qui revient sur plusieurs enquêtes qui n'ont pas fait l'objet des poursuites judiciaires en RDC malgré les cris ou les dénonciations ou les révélations de l'IGF. Que faut-il faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il est vrai que je le dis avec un peu un pincement dans le cœur en tant que juriste. Et surtout que vous êtes de l'appareil judiciaire. En tant que juriste et aussi en tant qu'avocat, c'est vrai que je ne sais pas émettre un avis public pour essayer, tant bien de peut-être critiquer. Il est vrai, nous tous, nous le savons aujourd'hui que l'appareil judiciaire en notre pays, les choses ne marchent pas telles qu'il faut. Aujourd'hui, comme l'a déploré les organismes de la société civile, par rapport à la corruption, nous le disons tous les jours, mais rien n'est fait. L'impunité d'un côté. Elle est grandissante d'ailleurs, et finalement, on a l'impression que l'impunité dans notre pays, elle est devenue la norme, alors que ça ne pouvait pas être dans ce sens-là. D'où, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que il faudrait renforcer d'abord l'institution, l'appareil judiciaire. Je salue les démarches qui a été faites. Mais le président de la République a essayé de faire, on a vu autant de changements dans ce secteur. Oui, je salue entre autres la démarche qui a été faite d'avoir de nouveaux magistrats. Il y a eu le concours et nous espérons que ce magistrat-là prendront conscience effectivement de relever les défis majeurs. Aujourd'hui, un Congolais lambda n'a plus confiance en l'appareil judiciaire. On sait ce qui se passe et c'est bien triste. Et parfois, même nous qui sommes avocats, nous nous retrouvons liés finalement, puisque si nous avons en face de vous un juge ou un magistrat corrompu, en tant qu'avocat, limite, ça devient difficile parce que nous portons la souffrance même de nos clients et cette réalité-là nous affecte autant et en même temps, c'est un frein au développement de notre pays, de voir que la corruption, l'impunité, finalement, elle est grandissante et limite nuisible même pour notre fonctionnement. Et ça, c'est bien dommage. Et nous espérons, au travers du nouveau gouvernement, que le nouveau ou le ministre ou la ministre qui sera nommé au niveau de la justice pourra effectivement travailler et faire de cela son cheval de bataille, puisque c'est bien dommage de voir que l'IGF a bien rendu son rapport et qu'à un certain niveau, il n'y a pas de poursuite judiciaire, alors qu'il faudrait souligner que la sanction, elle a un caractère tout simplement de dissuasion. Elle est là, elle est établie effectivement pour permettre, lorsque l'on verra un tel puni parce qu'il y a eu corruption et c'est correctement puni dans les règles de l'art aussi en respectant la loi, ça va permettre, mais tant que l'on ne punit pas, tant que nous sommes dans une société où finalement la sanction limite, c'est quand on parle des koulouna, mais les vrais koulouna en cravate, on y touche pas. Ils sont nombreux d'ailleurs en bien cravate. Nombreux. Lorsqu'on parle par exemple des détournements, les millions que nous entendons, voire même les milliards de dollars qui sont détournés, et face au budget de la RDC, ça laisse à désirer. C'est bien dommage et nous espérons que le nouveau gouvernement fera de ces défis son champ de bataille pour que nous puissions relever un effet. Parce que nous ne pouvons pas être développés avec autant de corruption, un temps de détournement du denier public. Et ça, je crois que le chef de l'État doit y marteler pour ce quinquennat en tout cas. Alors, Maître Dalia, vous êtes une femme engagée dans la politique. Alors, la RDC, comme le monde entier, venait donc de célébrer le mois de mars. On voit une forte mobilisation pendant ce mois de mars. Vous, en tant que femme politique, le sens que vous donnez à cette célébration et le mois de mars qui est déjà passé, et là nous sommes déjà en avril. Alors, j'ai toujours dit que le mois de mars, c'est une période de l'année qui vient simplement nous rappeler la lutte qu'a menée des pionnières en ce qui concerne les droits des femmes. Aujourd'hui, vous l'aviez si bien dit, je suis femme politique, je suis fortement engagée en politique, j'ai même été candidate, mais d'abord parce qu'il y a eu des femmes
qui se sont levés à une certaine époque pour revendiquer les droits des femmes, les droits d'accès à l'école, les droits, entre autres, de vote, parce qu'à une certaine époque où les femmes n'avaient même pas le droit d'aller voter. Nous rappelons et encore, nous devons encore réfléchir, par exemple, sur ce qui n'a pas encore été fait à l'égard des femmes. Nous voyons au sein de l'Assemblée nationale de notre pays combien les femmes peinent encore à se faire élire, ou encore lorsque les partis politiques recrutent des femmes, c'est simplement Mais est-ce que là, c'est seulement le problème des partis politiques, ou parce que la femme elle-même n'a pas encore compris ce qu'elle est capable de faire? Ce débat-là est révolu, Madame Noëlla. Les femmes, on l'a vu en 2023, combien les femmes se sont massivement présentées aux élections. Mais il y a un problème, une réalité que l'on ne peut pas nier, c'est qu'au sein des partis politiques, au moment des tractations politiques, les femmes généralement se retrouvent exclues. On a vu ça avec les femmes, on l'a vu avec la jeunesse. Les femmes sont allées en grand nombre et c'est une chose à féliciter, mais combien, par exemple, en termes de finances, combien il y a eu des partis politiques qui ont soutenu la candidature des femmes? Combien des partis politiques ont réellement misé sur les femmes? Et encore, lorsqu'on va partager même le langage que je n'aime pas beaucoup, ce langage de gâteau national, lorsqu'il a fallu mettre ça, il y a eu des femmes qui ont été injustement écartées, tout simplement parce que nous nous retrouvons dans des groupes très sexistes et malheureusement, on est encore finalement au retour primaire où on se bat encore contre le sexisme dans notre pays et surtout. Mais vous êtes quand même consciente que la parité, c'est pas un gâteau qu'on donne à la femme. La parité, oui, effectivement. La parité n'est pas... Oui, effectivement, la parité, déjà, il faut comprendre qu'il s'agit là d'un principe constitutionnel. La parité hommes et femmes est d'abord constitutionnelle. Je revois l'article 14 de la Constitution qui garantit même que la parité, ce ne serait jamais un gâteau, puisque la femme a longtemps fait ses preuves. Aujourd'hui, l'on ne peut pas refuter cela. Les femmes compétentes, il y en a. Aujourd'hui, je salue la décision du chef de l'État de nous doter pour la première fois dans notre histoire d'une femme comme première ministre. Donc, pour nous dire que les femmes avec des profils magistralement et intéressant, elles existent, mais nous sommes dans une société où le système patriarcal est très fort, d'où la femme se bat encore contre le sexisme. Alors, comment est-ce que vous réagissez d'abord à ce fait qui est une réalité vécue? Je vous donne l'exemple de l'émission Info 7 qui tend de temps en temps la main aux femmes. Elles sont nombreuses, on en a vu pendant la campagne électorale. Déjà, les statistiques, je ne maîtrise pas, mais je sais que les femmes sont majoritaires par rapport aux hommes. Je n'ai pas vraiment des statistiques, combien de pourcentage, mais nous le savons tous. Quand vous êtes dans les hôpitaux, sur 10 enfants qui naissent, 3 ce sont les hommes, mais 7 ce sont les femmes. Et même dans le processus de notre cursus scolaire, on l'a vu qu'on avait plus de femmes que les hommes, mais rares sont celles qui acceptent notre invitation. Et là, occasion pour moi de rendre hommage à toutes ces femmes qui sont passées dans Info 7 et qui sont toujours prêtes à passer, hein, comme Maître Arlette Odia, qui est toujours prête à passer. À n'importe quel moment, elle ne vous dira pas que je dois d'abord réfléchir, j'ai besoin de questions. Non, elle vous dit, ok, je viens. Et quand elle arrive, elle se défend toujours bien. Que dire de ces femmes, nombreuses qu'elles sont, mais difficile pour elles de s'exprimer, si je peux le dire. Difficile. Bon, il faudrait aussi reconnaître que se lancer en politique, faire face aux médias, ça émane souvent d'un grand courage, parce que l'on a souvent cette peur de se dire, est-ce que je veux mieux m'exprimer? Mais Maître Dalia a quand même tenté. Elle le fait. Je n'ai pas tenté, je me suis lancée, c'est bientôt une année, et pour inaugurer cela, suivant le conseil même de Maître Arlette, qui m'a dit, mais Maître, pourquoi vous ne faites pas Info 7 au Congo? J'ai dit oui, je saisis l'opportunité, j'y vais, je suis là, je suis venue répondre. Maître Dalia n'a pas hésité, même pas une seconde. Non, pas du tout, puisque c'est moi qui suis venue frapper à votre porte. Donc, vous voyez bien que c'est moi qui vous ai cherché. J'ai dit non, je vais voir Madame Noëlla, avoir l'occasion d'être sur son plateau et discuter avec elle de l'actualité politique. D'où certainement, il y a ce courage-là aussi. Mais après, c'est vrai que la femme, aujourd'hui, dans notre société, il y a aussi les contraintes du jour le jour. La femme, elle est une mère, elle a d'autres tâches et parfois, elle se dit, est-ce que ça pourra bien matcher entre mon calendrier, mon planning familial? D'où aujourd'hui, moi, j'encourage les femmes, effectivement, à prendre place au débat politique. Se présenter comme candidat, c'est très bien, mais prenons place. Vous savez,
cette table-là de décision que nous voulons tous accéder, on ne vous fera pas de gâteau. Il faudrait l'arracher. Et une fois que l'on est compétente... Il faudra donc mériter aussi. Bien sûr, je toujours prenais la méritocratie. Vous savez, c'est important aujourd'hui. Puisque le combat du genre, moi j'estime qu'à un certain moment, lorsqu'on est compétente, l'on ne posera même plus la question de savoir si c'est une femme ou un homme. Puisqu'on aura besoin d'être compétente, on sait qu'elle est compétente, on l'apprend, il n'y a pas de débat là-dessus. D'où, c'est à cela, moi j'invite les femmes à travailler, à faire preuve de beaucoup de courage et de se lancer. Les débuts n'ont jamais été faciles. Je peux vous dire qu'à mes tout débuts, quand j'ai passé sur les médias, je pouvais trembler un peu. Et ça, c'est normal, c'est la fouille. Mais après, l'on se sent à l'aise lorsque l'on rencontre des journalistes aussi bien futés que Madame Noëlla, automatiquement, ça coule sans problème. Sans problème. Merci, Madame, Messieurs. Nous allons prendre ce dossier, le deuxième de notre rendez-vous de la semaine. Vous le savez, une dame pour la toute première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est à la grande surprise de certains qui pensaient que la femme ne pouvait pas occuper ce poste, mais au moins, elle est là. Alors, nous allons en parler juste après ce dossier. Nommée ce 1er avril 2024, Premier ministre sur ordonnance présidentielle, Judith Souminois Toulouka est une femme dotée d'une maîtrise en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles. L'actuel chef du gouvernement congolais est aussi détentrice d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans le pays en voie de développement. Avant de rejoindre le gouvernement, Judith Toulouka a accumulé une expérience précieuse dans le secteur bancaire aux agences des Nations Unies, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, où elle a brillamment exercé le rôle d'experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est de la RDC. Judith Toulouka a également élargi son champ d'action en travaillant au cabinet du ministère du Budget. Son talent et sa détermination l'ont conduite à occuper le poste de coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. En mars 2023, elle a été nommée ministre d'État, ministre du Plan, une fonction qu'elle a occupée avec distinction pendant une année. J'ai eu le privilège de collaborer avec Madame Souminois au sein du PNUD ici. Et pendant les périodes où nous avons collaboré, j'ai découvert une femme d'une compétence exceptionnelle, d'une rigueur sans faille et d'une détermination inébranlable. Notre collaboration m'a permis aussi de découvrir une personne avec une dimension humaine, des qualités humaines exceptionnelles, qui a le cœur à l'action et qui également se préoccupe du sort des collègues au sein du bureau. La rigueur et la détermination de Madame Souminois s'est illustrée aussi lorsque nous avons collaboré autour du PDL. C'est une ancienne du PNUD, dont on penserait peut-être que, bon, elle serait beaucoup plus flexible avec nous, mais c'est d'elle qu'on a reçu le plus de pression pour accélérer les travaux. Mais c'est d'elle que nous avons eu le plus de chaleur en termes de rappel, où elle dit, vous savez, ce programme tient à cœur au chef de l'État, il faut que vous avanciez ici, il faut que vous rendiez vos procédures un peu plus flexibles, il faut que vous travailliez avec les communautés, il faut que vous vous assuriez que le programme contribue à redynamiser les économies locales en travaillant avec les entreprises congolaises, en travaillant avec les communautés congolaises. Vous voyez, l'amour qu'elle a pour ce pays, le patriotisme s'est manifesté également par là. Et nous, ayant subi beaucoup de pression de sa part, j'imagine que les pressions vont continuer une fois maintenant qu'elle est à la tête du gouvernement, et elle ne nous fera pas de cadeau à nous non plus. Mais nous sommes préparés aussi à nous assurer que dans son élan vers la réalisation des ambitions du chef de l'État, nous soyons à ses côtés, ensemble avec les ministères qu'elle coordonne, pour que nous puissions tous contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ici, pour que les communautés les plus pauvres puissent sentir le fruit de la croissance. Et ça, vous pouvez compter sur nous. Au niveau du PNUD, en tout cas, nous sommes prêts. Mon appréciation est dictée par les dispositions constitutionnelles, n'est-ce pas? L'article 12 de la Constitution dit
tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. On ne distingue pas que les hommes ont plus de droits que les femmes. Non. Et 13, aucun Congolais en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni à aucune autre matière ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination. Elle est la bienvenue. Elle a été décidée par le commandant suprême des forces armées, le chef de l'État, le président de la République, dans cette période délicate de l'histoire du pays, où il a été révélé même à Dieu que nous sommes victimes du complot à partir des pays voisins jusqu'à l'échelle internationale auprès de ceux qu'on appelait hier des partenaires. Donc le chef de l'État a estimé que c'est elle qui doit diriger le pays, qui doit dessiner avec elle l'avenir des consommateurs congolais. Donc ben, écoutez, nous ne pouvons qu'applaudir, la souhaiter la bienvenue. Non mais écoutez, en tant que Premier ministre, les attentes, ben, écoutez, la Constitution détermine d'abord le pouvoir du Premier ministre, ok? Elle gère au quotidien le pays. Donc moi, pour manger aujourd'hui, nous regardons Madame Souminoua Toulouka. Pour se mouvoir, on la regarde. Pour la guerre à l'Est, on la regarde. Mais on ne va pas la regarder en dehors de points repris par le chef de l'État dans son discours d'investiture, n'est-ce pas? Le premier point, c'est la guerre qu'il faut éradiquer avec sa dimension, la tournure qu'elle prend aujourd'hui. Ok? Et deuxième élément, et pour nous, l'association consumériste, le chef de l'État a pris l'engagement, ok, d'augmenter les pouvoirs d'achat de la population. Donc, de pied ferme, nous l'attendons par des mesures fortes à prendre, en sorte que le prix soit au rabais, que le revenu soit élevé. Maître Dalia Chilanda, que pensez-vous de la situation sociale des Congolais? Aujourd'hui, la situation sociale des Congolais est très alarmante. La cherté de la ville, entre autres, l'insalubrité au sein de la ville et même le problème de sécurité finalement au niveau de la ville-province de Kinshasa et partout ailleurs sur l'étendue nationale. D'où aujourd'hui la situation des Congolais, on doit se le dire, ça va de mal en pire. Rien n'est fait pour garantir le social des Congolais. Et ça, c'est bien dommage de voir cela. Alors aujourd'hui, une première dame à la tête de la primature. Quels sont les défis qui attendent le successeur de Jean-Michel Sama-Lukonde, Judith Toulouka? Alors, par rapport à Madame la Première ministre, les défis, nous sommes dans un pays où limite toutes les questions sont prioritaires. Le social des Congolais, la question de la sécurité, l'économie, tout, limite les défis qu'elle doit faire face sont majeurs. Et j'espère qu'elle pourra mieux s'entourer pour pouvoir relever ces défis. Parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais ont les regards portés sur elle. C'est une joie d'avoir une femme comme première ministre. En même temps, les défis sont majeurs et je pense que nous serons aussi sévères envers elle si elle ne parvient pas à relever et à répondre aux attentes des Congolais. Alors, selon vous, quelles doivent être les priorités pour Judith Toulouka? Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un pays où vous êtes obligé de donner questions, quand même ces priorités. Il faudrait essayer de toutes les priorités, essayer de choisir quelle est la priorité au-dessus de toutes les priorités. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui ont critiqué le président de la République pour dire que Félix-Antoine Tshisekedi, pendant son quinquennat, n'aurait pas dû tout embrasser, ouvrir autant de chantiers au même moment. Ça, c'est les avis de certains. Après, lorsqu'on en choisirait qu'un seul, il y aura encore des voix qui vont se lever pour dire mais le chef de l'État n'en a choisi qu'un seul alors qu'il y en a plusieurs. Parfois, il est très difficile de satisfaire tout le monde. Ce qui est là, c'est le plus important pour nous, c'est de mettre le Congolais, l'amélioration des conditions de vie des Congolais au centre même du développement de notre pays. Les défis, la priorité des priorités, je crois qu'il y a la question du social, la cherté de la vie. Aujourd'hui, la vie coûte très cher en
panne au niveau de marché. Nous voyons les prix, cette instabilité des prix suite au taux de change. Aujourd'hui, on ne sait même plus le taux de change revient à combien tu te réveilles le matin, tu achètes un jus à 500 francs. Le lendemain, dans la soirée, quand tu reviens, c'est 1500. Limite, c'est cette instabilité-là et cause beaucoup de problèmes. Il y a aussi la question du paiement de nos militaires, puisque nous devons en parler. Nous avons une situation sécuritaire préoccupante, d'où il est important que la République sache rémunérer convenablement nos militaires, d'où il y a la question des infrastructures. Aujourd'hui, la RDC, nous avons des problèmes. Récemment, j'étais à Bandundouville, rien que pour quitter Bandundouville, pour venir ici, alors qu'il y a des produits qui peuvent être ramenés de Bandundouville vers Kinshasa, mais l'état de la route, c'est limite, elle est impraticable. Il y a la question aujourd'hui, comment on se déplace, même ici à Kinshasa, la question des D'ailleurs, même les prix de transport en commun, on ne sait plus. On ne maîtrise quand vous êtes à 16h, 17h, mais vous voyez les gens qui sont en train de marcher à pied, malgré l'argent qu'ils détiennent, parce que même le prix de transport, on ne sait plus exactement à combien revient la course pour tel point vers tel. C'est très regrettable que nous en sommes arrivés là, d'où les défis pour Madame Judith Suminwa Tuluka, ce serait de se battre et d'essayer d'améliorer un tant soit peu la vie des Congolais, de stabiliser, de travailler tout directement, parce que le quotidien de Congolais, aujourd'hui nous savons tous que le rôle de la Première ministre, c'est elle gère la République au quotidien. C'est elle qui gère. Les Congolais aujourd'hui vont être très sévères avec, parce qu'à chaque fois on le dit en lingala, on le dit bien, maman Ayenza Lesselidou, maman au-delà d'être la femme, au-delà du genre, elle doit incarner la compétence et remplir bien, et je la souhaite de bien sélectionner ce collaborateur parce que c'est important. On peut être leader, on peut avoir une vision, mais lorsqu'on a des collaborateurs qui n'arrivent pas à transporter et à implémenter l'action que l'on porte, parfois ça handicape, et d'où c'est à elle de faire un bon choix, de bien s'entourer pour pouvoir mener à bien cette lourde responsabilité qui a été confiée. Alors, Judith Tuluka n'est pas tombée du ciel directement en politique. Elle était jusqu'à la veille, jusqu'à même au moment où elle a été nommée, elle était ministre du Plan. Et là, nous voyons le projet 145 territoires. Vous revenez du Bandundu, le projet 145 territoires. Ah, malheureusement. À travers la RDC, mais nous parlons quand même aussi du Bandundu. Oui, à travers la RDC, le projet de 145 territoires, les Congolais avaient mis beaucoup d'espoir en ce projet. Malheureusement, il y a eu beaucoup trop de lenteur dans la réalisation. Et là encore, on s'interroge à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que l'argent a été décaissé, on a suivi même le chef de l'État parler, et même elle-même, à l'époque où elle était ministre de elle en a parlé. Mais cette lenteur, d'où on revient encore sur ce problème de corruption, sur ce problème de détournement où parfois les moyens sont mis en bien pour mener des projets salutaires pour la population, mais malheureusement il y a de nos compatriotes qui sont simplement de mauvaise foi, qui ne pensent qu'à leur intérêt au détriment de celle de la population. Alors partant de ce que vous venez de relever, il y a des gens qui estiment que déjà elle n'a pas montré ses preuves ou ses capacités en étant au plan en ce qui concerne notamment d'autres projets, pour ne citer que le projet 145 territoires, et ces personnes émettent un peu des doutes en ce qui concerne la gestion du pays par l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka. Elle était ministre du Plan. Elle faisait partie... Elle était membre au sein d'un gouvernement. C'est avec le plan. Oui, c'est avec le plan qu'on gère les pays, bien évidemment. Mais il n'y a, au-delà même de 145 territoires, il y a eu des efforts qui ont été faits. Sur certaines provinces, ça a été effectif. Mais je crois que le chef de l'État, au-delà même de son choix, lui qui sait, qui a vu en elle des capacités. Et moi, je crois que nous devons la faire confiance et espérer en elle, voir comment la soutenir pour qu'elle emmène en bien les défis que nous sommes. Résoudre les problèmes des Congolais, ça ne se fera pas par une seule personne, ni encore avec une baguette magique, mais c'est avec la volonté de tous. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait de dire qu'il serait important, voire même crucial pour elle, de mieux s'entourer et de bien s'entourer, parce qu'il y a des profils importants qui peuvent l'aider à améliorer les conditions de la vie de Congolais et aussi à nous aider à faire développer notre pays. Alors, il y a des gens qui disaient même, bon, les politiques, pour la plupart, ont montré déjà des limites. Judith Tuluka qui arrive est politique, mais plus aussi femme développement en venant du PNUD.
Oui, disons qu'elle est technocrate, comme on le dit, elle est technocrate. Et je crois qu'il est aussi grand temps que l'on voie un peu ailleurs. On a vu les politiques agir, avoir même des limites. Est-ce un signal fort du président de la République à l'endroit de ceux qui se sont fait appeler politiciens depuis longtemps, mais qui n'ont brillé que par leur incompétence, si je peux le dire? Oui, vous avez totalement raison. J'estime que c'est vraiment un appel. Et le chef de l'État a voulu nous faire comprendre qu'aujourd'hui, la République ne va être bâtie que par les filles et fils de ce pays. Au-delà de tractations politiques, au-delà de regroupement des familles politiques, il est grand temps de faire venir les Congolais en général, loin de la politique, puisque ça tombe bien d'avoir une dame première ministre qui n'a même pas été candidate aux élections, qui est technocrate à la base. Elle ne va pas se retrouver tiraillée entre le choix de son parti et ce qu'elle doit faire pour le pays, puisque nous en avons souffert, où nous avons vu des gens, avant de poser des actions, doivent se référer bien qu'elle vienne quand même du parti présidentiel, oui. Voilà. Mais c'est ce qu'on doit respecter la Constitution. C'est la logique, puisque c'est le parti présidentiel, c'est le parti aujourd'hui, l'UDPS, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, d'où le Premier ministre devait venir de là. D'où on est dans la logique et nous respectons la Constitution. Madame, Messieurs, prenons ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de fonds. Le fonds commun n'existe pas. Comment voulez-vous et des fils du pays qui partent d'ici, même des Kinshasa, et qui vont aller rejoindre la région à l'est? Posons la question, pourquoi? Nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis. Nous pouvons les traiter de traîtres. Ils ont pris la cause de l'ennemi. Mais la question de fond, pourquoi ces gens ont agi de cette manière-là? C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres. Nous continuons à poser des gestes qui fragilisent la communion nationale. Nous posons des gestes qui excluent les autres de la substance du plateau national. Un pays aussi pauvre que le Congo, avec un budget qui dépasse à peine 3 milliards de dollars. Nous avons apprécié d'une part l'idée du pasteur, celle de nous constituer en un front commun pour la paix, idée semblable à celle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui appelle toujours les Congolais à l'unité derrière les FARDC et derrière leur commandant suprême afin de mettre fin à cette agression rwandaise. Mais ce que je critique et que je n'ai pas aimé, c'est que Cardinal Ambongo, pasteur de son État, n'a pas pu trouver un seul verset biblique pour condamner les Congolais qui ont choisi de rejoindre l'ennemi et d'aller dans les camps des agresseurs de la République démocratique du Congo. Car à mon sens, il n'y a aucune raison qui peut légitimer le fait de prendre les armes contre son propre pays. Un bon pasteur, et pour être impartial, avant de poser la question qu'il appelle question de fond, le cardinal Ambongo devait d'abord condamner et au besoin maudire ces traîtres, car la réponse à cette question de fond, celle de savoir pourquoi ils ont rejoint l'ennemi, la réponse est simple. Ils étaient au pouvoir et ils veulent revenir au pouvoir par le même moyen qui les avait amenés au pouvoir. Le cardinal Ambongo, comme les autres pasteurs, devrait mobiliser les Congolais derrière les FARDC, derrière le commandant suprême, pour faire réellement un front commun. Commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais
pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massive. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger. Que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections? J'ai aussi entendu, toujours le cardinal, dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes? Nous avons atteint des records. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes, l'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation. Alors, il faudrait pas... Et de la santé. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout il y a 15-20 ans. Maintenant, il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif? Donc, devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir droit au chapitre? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsque nous les utilisons dans le contexte qui est les nôtres. Et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral, où il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer des Congolais, pour casser ceux qui pensent dans leur mémoire qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. J'espère que le cardinal clarifiera ses propos, parce que ces aventuriers visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction et bien d'autres encore. Et donc, il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons construire comme République. Alors, Maître Daléa Chilanda, vous avez certainement suivi l'adresse du cardinal Ambongo lors de la messe pascale. Il est revenu un peu sur la situation en RDC, notamment ces Congolais, la situation de ces Congolais qui ont accepté de rejoindre la rébellion. Quelle a été votre réaction? Personnellement, j'ai été choquée d'entendre le chef de religieux de l'Église catholique, qui n'est pas de moindre dans notre pays, faire l'apologie même de la rébellion, puisque nous avons affaire à des Congolais qui ont simplement décidé, pour des raisons égoïstes, qui n'ont rien à voir avec la population, il faudrait le préciser, qui ont décidé de se dire, voilà, puisque je n'ai plus ça ou tel avantage, je me rebelle, et ils s'en vont aux côtés même de l'ennemi pour non seulement servir d'alibi aux Rwandais, qui nous agressent depuis des décennies maintenant, pour finalement faire couler le sang des Congolais, et entendre le chef de l'Église prôner ces types de paroles au devant d'une grande assemblée et pendant même la messe de Pâques. Limite, pour moi, ce sont des propos très graves, et j'en sors très déçue de voir et d'entendre dire une telle chose. Au-delà même de ce que je peux dire de la haine qu'a toujours porté... la haine? Oui, limite de la haine contre le régime. Je pèse bien le régime. Contre le régime, puisque lorsque... Qu'est-ce qui vous fait dire d'abord ça? Je vais vous donner un exemple, Madame Noëlla. Lorsqu'on a vu les démarches qui ont été menées par le chef de l'État pour encourager et prôner aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, l'Église catholique, qui a toujours été un partenaire dans l'éducation, s'est vu être le premier, privilégié d'ailleurs, s'est vu
s'imposer tout simplement parce qu'ils ont soulevé de points, mais parce que ça n'arrangeait pas un certain nombre de personnes qui allaient se voir certains intérêts personnels. Des intérêts personnels, encore une fois, alors qu'on a là une idée, une initiative qui devait être saluée de tous les partenaires, accompagnée même, mais malheureusement, au-delà des... C'est vrai que lorsqu'il y a un nouveau projet qui arrive, on doit soulever les questions, les pour et les contre. Mais lorsqu'une telle initiative qui arrive pour l'intérêt, ce n'est pas les enfants du président de la République, ni encore peut-être le mien, mais les enfants des Congolais en général qui sont bénéficiaires, d'où elle devait être accompagnée. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est d'ailleurs l'Église qui s'est érigée comme le premier combattant anti-gratuité. D'où c'est comme ça que je dis, le premier opposant. Le premier opposant même, et c'est là que je dis, il s'agit là simplement de la haine contre le régime, et ça c'est bien dommage. Et faire l'apologie, Madame Nola, je vais finir, faire l'apologie aujourd'hui de la rébellion sans condamner le fait que quand nous avons suivi Nanga qui dit nous allons aller à l'Équateur, nous allons... Et ça, il ne faut pas oublier qu'il y a là, lorsqu'ils y vont, ils vont laisser des morts derrière eux, ils vont laisser des femmes violées, des enfants qui seront orphelins. Et ça, vous trouvez, pour quelques raisons, pour nous parler de gâteau national, vous trouvez qu'on peut justifier cela, on peut justifier. Et même aujourd'hui, on a des criminels qui se traitent de la République, qui s'appuient sur l'article 64 de la Constitution, qui est une fausseté, c'est une aberration même de le dire. Que disent-ils lorsqu'ils s'appuient sur cet article? Mais lorsqu'ils veulent nous faire croire que l'article 64 de la Constitution dispose que tout Congolais a le droit de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force, mais ça c'est une fausseté parce que l'esprit même du législateur congolais en son article 64 n'est pas d'encourager la rébellion, puisque revenons, il y a la linéa 2, il y a une fausse interprétation, il y a la linéa 2 qui dit clairement que toute personne qui oserait d'une certaine manière faire échec ou combattre même le régime constitutionnel établi, et ça c'est sous peine d'une sanction imprescriptible par la loi, parce que ça c'est une faute, une trahison contre la République, et ça on ne le dit pas, c'est une fausseté, une aberration de prôner Alors une telle Maître chose. Dalia, vous l'aviez dit, est allé ici que le cardinal Ambongo a vraiment une haine contre le régime Tshisekedi, mais c'est pour quelle finalité? Ah ben ça, il faudrait que l'on comprenne, qu'ils nous disent. Moi, je serais ravie de voir le cardinal un de ce jour décider de arborer un costume et de rejoindre simplement l'un de camps, soit l'opposition certainement, hein, de rejoindre, de faire la politique, au lieu peut-être de toujours demeurer sous le soutane et encourager des choses qui vont à l'encontre même de la nation. Est-ce que peut-on dire que entière. toute personne qui encourage la rébellion est de cette rébellion? Pouvons-nous le dire ainsi? Déjà, il faut comprendre une chose. Nous sommes dans une situation où la sécurité de notre nation est mise en cause. D'où toute personne qui voudra justifier, quelle que soit la manière ou quelle que soit la logique, finalement, qui d'un côté peut-on dire qui soutient l'ennemi, parce que encourager la rébellion, c'est comme si on soutenait parce ceux qui sont contre les RDC. Ils sont aux côtés du M23 qui a fait des massacres dans notre pays, et être aux côtés de M23 sous prétexte que nous voulons libérer. Mais moi je vous pose la question. Est-ce que dire que c'est le cas de Ambongo, du cardinal Ambongo? J'espère qu'il aura l'occasion de mieux s'expliquer. Mais au regard des propos qu'il a tenus, l'on croit, et moi personnellement j'estime qu'il est en train de faire l'apologie, finalement de justifier en disant que voilà, parce qu'un tel estime qu'on lui aurait ravi son carré minier, il peut aller en rébellion. Par exemple, moi j'estime que on n'a pas mis une belle couleur sur mon véhicule, je peux aller en rébellion. Donc justifier cela, c'est parce que dans tout son discours, on n'a pas entendu une seule fois où il a condamné qu'on ne peut pas se lever un bon matin, être contre son pays, être contre ce fait. Et ce sont les leçons des Congolais. Au nom de quoi? Le groupe de Nanga et tous ceux qui y vont. Moi, je le dis toujours, c'est une bande de lâches. Parce que nous avons eu dans ce pays des gens comme Lumumba. Nous avons eu dans ce pays des gens comme le Sphinx, le feu Étienne Tshisekedi. Le Sphinx de Limete. Voilà, le Sphinx de Limete. Nous avons eu de ces personnes qui ont fait face à Mobutu, face aux colonies. Nous avons eu même Simon Kimbangu. Et nous connaissons les conditions dans lesquelles ces personnes
gens-là ont perdu la vie. D'où nous avons ces vaillants. Et eux, là, c'est vraiment une bande de lâches qui se cachent puisqu'ils ont pris le pouvoir d'une certaine manière. Et voilà ce qui arrive. Alors, Maître Dalia, avant de prendre ce dernier dossier de Info 7, alors, depuis que Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a été vraiment clément face parce qu'on ne peut pas parler de manière générale de l'Église catholique, mais du cardinal Fridolin Ambongo, de l'abbé Donatien Chollet, malgré leur sortie médiatique qui surprennent un peu plus d'un Congolais. Félix Tshisekedi a été clément, comme je le disais. Malheureusement, cette attitude n'a rien apporté dans le camp du cardinal Fridolin Ambongo, encore moins de l'abbé Donatien Chollet. Quelle doit être désormais l'attitude du régime Félix Tshisekedi face au cardinal Fridolin Ambongo et l'abbé Donatien Chollet, considérés par certains Congolais comme vraiment des opposants au régime Félix Tshisekedi, comme vous l'avez dit au début. Le président Félix Tshisekedi reste un homme qui est très, parfois, on peut dire, qui est un peu lent dans son action, mais qui prend le temps de mieux analyser. Et moi, comme nous pouvons dire, Christ est lent dans sa colère, mais riche en amour, c'est ça, Tshisekedi? Exactement, puisqu'il connaît un peu le système. Et surtout qu'il a été avec eux dans l'opposition, donc il les connaît très bien. Il connaît les jeux. Il connaît un peu, mais là, on a plusieurs fois vu un cardinal s'ériger face au pouvoir d'une manière où moi je dénote même un sens élevé même du tribalisme contre un camp. Alors que l'on aurait aimé que le cardinal qui a parlé de la cohésion nationale, moi je dis simplement que puisque les politiques, s'ils ont échoué, voilà l'occasion pour le cardinal, effectivement, lors de cette messe, de rappeler à l'unité nationale, à la cohésion nationale. Mais lui, il n'a pas fait ça. Lui, il a simplement montré combien lui, ce régime le dérange, puisque c'est d'un certain camp. Et ça, c'est bien dommage. Alors, le pape était de passage en République démocratique du Congo. Il avait rappelé à l'ordre, notamment les cardinaux. Est-ce que la leçon du pape a été bien assimilée par le cardinal? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et ces dérapages dans les dires même d'un chef spirituel comme le cardinal, c'est très triste pour notre pays de voir ça. Il n'y a pas très longtemps sur la toile, on a vu des évêques rwandais qui prêchaient au devant de leurs assemblées en disant que le Massissi était une terre promise pour le Rwanda. Et imaginons que nous, on a maintenant un cardinal qui, lui, encourage au finish ceux qui prennent les armes contre la République. D'où, là, on a des questions, hein. On a des questions, et c'est très décevant. Est-ce qu'on regrette les cardinaux qui sont passés, notamment Mosengo? Oui, je le regrette forcément parce qu'ils prenaient aussi des positions contre l'Église a son rôle. L'Église a son rôle. Il est indéniable, on ne peut pas le renier. L'Église a son rôle puisque l'Église est aux côtés de nos populations. Il a son mot à dire. Mais aussi, on voyait dans les chefs des anciens cardinaux, tels que Laurent Monsengo de heureuse mémoire, qui avaient toujours une certaine réserve. Ils avaient des choses à reprocher au président Kabila, mais avec beaucoup de sagesse. Mais on ne voyait pas, on ne sentait pas une certaine haine à cause d'une certaine appartenance. Non, c'était pour défendre la cause des populations. Malheureusement, c'est ce que nous manque au cardinal Ambongo, et ça c'est bien dommage. Est-ce qu'en vous entendant parler, nous pouvons dire que le cardinal Fridolin Ambongo n'est pas un bon exemple pour les cardinaux qui sont passés, ou un bon exemple pour les peuples congolais? Au regard de ses propos aujourd'hui contre même la nation, parce que là il ne s'agit pas du régime de Félix Tshisekedi, encourager ceux qui prennent les armes contre la nation, ceux qui meurent à l'est de notre pays. Limite, je peux le dire comme ça, ce n'est pas les frères ou les sœurs de la même famille que le président ou même de son clan, mais c'est des Congolais. Donc tenir de tels propos contre les Congolais ne fait pas de lui un exemple pour les Congolais. Madame, Messieurs, prenons ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après. Jamais une matinée politique n'a fait l'objet de fortes attentes de la part de l'opinion tant nationale qu'internationale, comme ça a été le cas ce samedi 30 mars. En présence des médias locaux et internationaux, devant le siège du parti présidentiel sur 11e rue Limité, le député chef du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, a dévoilé la clique des Congolais ayant rejoint le président rwandais Paul Kagame dans sa démarche pour l'occupation des terres congolaises
Il s'agit bel et bien de Joseph Kabila, ancien chef de l'État de la RDC, dont le souci est de revenir au pouvoir quel qu'en soit les prix. Bazako bloqué, poto avancé, c'est toujours Kabila avec sa famille politique. Bozako lanangai tango tozalaki na bango esika moko babande ko sala yango na moi réserve. Siko bamoni ke Tshisekedi akomi ko marquer ba point. Allez, batele M23 na bango wana. Corneille Nangaa et quelques cadres du PPRD appuyés par Joseph Kabila servent des boucliers au président rwandais qui tenait à faire croire à l'opinion que la guerre de l'Est était une affaire des Congolais eux-mêmes. Tango bamoni tolobi non, c'est les Rwandais qui sont derrière balobi onanga yakao. Na makamuno ya kare minye ndengo za nakanda tokende kaka ozala liboso. Po mona kake baza ba civil ba inconscient bayebi makambo ya guerre te. Tala ndenge balati yo so mona militaire azotambola ndenge bazotambola wana. Non, vous comprenez avec moi que baza batumoko c'est Kagame qui est derrière biloko wana. Toujours selon Augustin Kabouya, le sénateur à vie aurait même quitté le pays en cachette, car son déplacement vers l'extérieur n'ayant pas été enregistré par les services d'immigration. Kabila ndenge na minito ndenge nazako ebisabino. Akimamboka abimana ye azaka susu awate. Bo vérifier na deuxième bo atika ta trace moko tek abimana kobata ma puisque Guerrero Ezako Sale Makuna, c'est lui qui est derrière. D'où l'appel du général de l'UDPS à la base de rester vigilant et de ne céder à aucune manipulation, qui est une arme que l'ennemi utilise pour distraire les militants et par voie de conséquences fragilise le parti. C'est dans le but de garder l'unité autour de Félix Tshisekedi, actuel homme fort de la RDC, en vue de mettre en déroute l'agresseur et ses lieutenants, qu'Augustin Kabouya a présenté ses excuses à ceux qui s'étaient sentis lésés par ses propos lorsqu'il s'adressait à ses frères kassaïens vivant dans le Katanga, même si sa pensée était mal comprise. Par rapport à bao nyonsoyo, ba comprenaki ngai malamu te na ba propos yo elezaki bango naza ko présenter bango ba excuse, on tourne la page. Occasion pour lui aussi de pardonner à ceux qui s'étaient prêtés à l'exercice de l'insulter dans les réseaux sociaux. Bao nyonso oyo batenaki ba propos nyonso ya mabe à mon égard na limbisi bango pe. Bien avant ces sujets, Mwanabouté a eu à présenter à la base la commission chargée de gérer les ambitions de tous les membres du parti au pouvoir en perspective de la mise en place de nouvelles institutions. Nakosenga bandeko oyo baza nommé na décision na batelema bobetela bango maboko makasi. Rôle na bango eza ya ko examiner ba dossier nyonso. Bokokota en contact na bango pour présenter l'ambition Nabino, memango na plénière, discuter sur Makamboana. Et donc, de membres bien connus de tous, puisés dans toutes les structures du parti. C'est donc aux environs de 20h que le nommé AK-47 a fini son speech sous les ovations du grand public. C'est quoi ça? Ça c'est quel pays? Le policier a gagné ambulance. Il a gagné ambulance au bon malade. Malade est dans la responsabilité. Le chauffeur, allez, il a gagné ambulance. Ok. Ok. Service, moi j'envoie pas les gens aller se commettre des bêtises. Si vous ne connaissez pas la procédure, vous pouvez interpeller l'ambulance. Quel que soit les cas, quel que soit il a fait quoi, je ne sais pas, deuxième vitesse ou troisième vitesse. Prenez seulement la plaque, communiquez au chef
C'est moi le commandant, j'ai mis qui est le premier consommateur de tout. Bon, Asala Kinin, yé, oh, Moutambulance, Asala Kinin. Asala Kinin. Asala Kinin, yo, chauffeur. La télémagie dans quartier 3. Oui. Embouteillage chez Zalaki. La zone de l'embouteillage est fondamentale. Yé, aïe. Spinter moi zala mupanzi na ye a coincé ce qu'on pas bima sans cynique là ya tout tingai abando qui ne toquer to senga à remettre biso carte rose alinga bando ki mamba nge ba yebisi batu bazala na kati balobi ke malade aza na kati ben escorter ambulance na ti na banda ki ne nganda cc mais escorter nde bango ba bengi kuna ba yeba inter. Alors, madame, messieurs, vous l'aviez certainement suivi, ces révélations qui ont été faites par un conseiller donc politique stratégique de Corneille Nangaa, désormais dans la rébellion contre la République démocratique du Congo. Alors, Eric Kouba a cité autant de personnalités qui sont à de mèche avec Corneille Nangaa, et sur la liste, on retrouve l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, Joseph Olenga Nkoy, donc il y a également Patience Aïba et Claudel Loubaya. Maître Dalida, vous l'aviez suivi? Exactement, j'ai suivi. Il a été présenté par la DEMIAP, bien sûr. Alors, je vais commencer d'abord par saluer les travaux de nos services de sécurité, puisque personnellement, je m'étais posé la question de savoir ceux qui allaient rejoindre le camp, du traître Nangaa, comment est-ce qu'ils arrivaient à quitter la République. Et c'était important que les services de renseignement essayent... Et sur ces plateaux, il y a plusieurs invités qui ne cessaient de dire ils sont nombreux dans les partis politiques, ils sont nombreux dans les institutions du pays, et ils étaient en train de contacter beaucoup de personnes. Exact. C'est tout à fait normal. Un groupe rebelle qui cherche à rallier ceux que j'appelle des esprits faibles à leur cause, c'est tout à fait normal, mais bien dommage pour ceux qui y vont. Alors, je voudrais dire ceci. L'arrestation de M. Eric Kouba, c'est ça. C'est d'abord ici pour nous de mettre un peu hors d'état de nuire ceux qui en veulent à la cohésion nationale et même à la République tout entière. D'où je salue d'abord cette démarche-là. Et ensuite, au regard des noms qui ont été cités, je m'en remets aux instances habilitées de mener des enquêtes. Dit de ne pas être concerné par ces révélations. Il ne peut pas prendre des armes contre son propre pays. Et il y a d'autres qui ont rejeté en bloc ces accusations. Bon, j'estime que lorsque M. Eric Kouba s'est lancé dans cette dénonciation, il a des éléments de preuve, des éléments à charge contre chaque individu qu'il a eu à nommer. D'où je m'en remets aux instances de faire leur travail, de mettre hors d'état de nuire les traîtres de la République, parce que ce pays a besoin d'être remis sur pied. C'est voir autant de Congolais vouloir penser une seule seconde, prendre des armes contre la nation, et j'insiste ici, pour des raisons strictement personnels, des intérêts propres à eux, qui n'ont rien à voir avec celle de la population. Il est grand temps que les instances judiciaires saisissent le dossier, mettent des enquêtes qu'il faut, et que la justice soit dite, tout simplement. Alors, Maître Dalia Chilanda, avant que la DEMIAP ne présente officiellement cet ancien, ce proche de Corneille Nangaa, il y a quand même le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, qui avait dit haut et fort que Joseph Kabila Kabange était de mèche avec Corneille Nangaa. Est-ce que aujourd'hui pouvons-vous, comment vous pouvez donc lier cette action où il y a Augustin Kabouya qui a annoncé, qui a fait cette annonce aux yeux de tous, et ça avait choqué plus d'un, et aujourd'hui la DEMIAP qui cite et cet ancien proche de Nangaa qui cite aussi Joseph Kabila Kabange. Vous savez, le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est un homme politique. Donc, il sait de quoi il parle. Je ne me ferai pas ici son porte-parole. C'est à lui
effectivement, puisqu'il a allégué des faits... Parce que ça a inquiété quand même des gens qui estimeraient qu'il est dans les services ou quoi. Comment peut-il puisqu'il a allégué des faits, je crois que c'est à lui que doit être revenu la question de savoir d'où il tire cela. Mais au regard de ce qu'il y a eu avec il y a eu quand même des politiques qui ont réagi. Oui, il y a eu beaucoup de politiques qui ont réagi, mais moi c'est une question qui vous n'êtes pas à l'aise. Non, pas question de ne pas être à l'aise, mais j'estime que puisqu'il y a une personne qui lui-même a donné une certaine opinion au regard d'un sujet, c'est à lui d'en apporter des éclaircissements. Moi, je ne fais pas le porte-parole de l'UDPS ni encore de CG Kabouya. Vous voyez un peu d'où c'était à lui. Alors, je reviens à l'ADEMIAB. L'ADEMIAB qui, au regard des affirmations qu'on a eues de M. Eric, qui ressort encore ce nom, je crois que en toute objectivité, c'est aux instances maintenant de s'enquérir du dossier. Mais vous, et si effectivement l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, y est mêlé d'une certaine manière, les sanctions sont là, notre constitution est là, les sanctions contre ce type d'actions contre la République doivent être prônées au sein de la police. Mais il y a aujourd'hui des voix qui estiment que Joseph Kabila Kabange, qui a accepté la passation pacifique du pouvoir, aujourd'hui être identifié comme un proche d'un mouvement, d'une rébellion, ça ne s'explique pas. Vous êtes des mèches, vous êtes d'avis. Effectivement, ça ne s'explique pas. Vous avez bien dit que ça a choqué plus d'un. Même moi, j'ai été choquée d'entendre les allégations qui ont été proférées par le CG Kabouya et d'entendre encore les allégations d'hier. Je reste très choquée par rapport à ça, mais en tant que juriste, j'ai pour obligation de me remettre aux instances, de voir, de suivre de près les enquêtes qui seront et les conclusions de la justice. Et certains politiques parlent d'un acharnement ou politique contre ces personnes citées, notamment les Claudel Loubaya, Joseph Kabila Kabange, parce qu'ils voudraient revenir au pouvoir. Acharnement, je ne pense pas. Il y a eu M. Jean-Jacques Mamba, qui était du UMLC, qui est allé... Prenons un exemple. Si un tel nom était sorti aujourd'hui, l'on aurait dit clairement qu'il s'agit là aussi d'un règlement de compte. Non, je ne pense pas. Si effectivement ces personnes sont liées un tant soit peu à cette rébellion, il est de la justice, du travail de la justice de faire ce qu'il y a de son droit, d'établir les faits et effectivement de mettre aussi en place des sanctions qui vont. Aujourd'hui, nous avons la levée du moratoire. S'il faudrait arriver jusque-là pour faire entendre à l'oreille de plus d'un... Vous soutenez la peine de mort? Je le soutiens au regard de notre histoire. Mais tant dire aujourd'hui qu'il y a déjà des candidats à la peine de mort? Non, je ne m'aventurerai pas là-dessus. Je ne suis pas juge. Hein, je ne suis pas juge. Je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Mais au regard des faits, si les faits de haute trahison contre la nation sont établis, oui, je plaiderai effectivement pour qu'il y ait la peine de mort pour ces individus-là. Alors, que faut-il aujourd'hui faire, hein? Parce qu'il y a des voix qui estiment que la voie diplomatique a montré ses insuffisances en ce qui concerne la paix dans l'Est de la RDC. Qu'est-ce que la RDC devra faire? Aujourd'hui, la RDC, par rapport à cette situation sécuritaire, doit prendre conscience qu'il est temps que nous ayons une armée forte. Notre armée a été suffisamment infiltrée. Nous avons beaucoup de problèmes qui est d'abord lié au sein de notre armée. Et c'est d'abord la première de choses. Puisque si aujourd'hui la RDC voudrait se lancer dans une guerre, puisque avec les richesses que nous avons et les voisins qui ont les yeux braqués sur nos richesses, il est inévitable finalement, la RDC doit être prête à tout moment de se défendre. Et pour mieux se défendre, il faut être armé, il faut former ses militaires. Au-delà de la formation, il faut prendre soin de ses militaires et de leur famille. C'est très difficile pour un homme qui quittera sa famille pour aller défendre le territoire national, mais après il se pose la question, mais après moi, lorsque je vais en guerre, comment va se porter ma famille? Et c'est à de telles situations que le gouvernement qui va bientôt sortir avec Madame Judith Suminwa doit se pencher à la question même de notre armée d'abord. On doit reformer l'armée et ainsi notre service de renseignement par exemple. Comment on peut avoir des infiltrés au sein de l'armée? Que font nos services de renseignement? Il doit y avoir un véritable toilettage au sein de l'armée, au sein de nos services, pour que la RDC soit apte aujourd'hui à se défendre. La RDC ne va passer son temps à se défendre. Au regard du scandale géologique que nous représentons, il sera inévitable pour nous de ne pas avoir des voisins qui voudront nous embêter, d'où on doit être capable de se défendre. Donc la RDC doit être prête. Elle doit être prête absolument.
Alors, Maître Dalia Chilanda, c'est complètement fini. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Alors, vous allez regarder cette caméra et vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui. Je vous dis merci, c'était un honneur. C'est pour moi la première fois et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. La porte des infos, c'était grandement ouverte pour vous. Et à cette population qui nous suit, je voudrais juste lancer un message d'espoir. Nous croyons en notre pays et nous croyons aux compétences que nous avons. Nous attendons beaucoup du gouvernement qui sortira très prochainement et à ce gouvernement de prendre en compte les problèmes, les défis majeurs de la République et d'y pallier, et à notre population de ne pas être assez laxiste avec nos gouvernements. Comme on le dit souvent, un peuple mérite que ses dirigeants. Il est grand temps que notre population, lorsqu'il y a un dérapage au sein de l'exécutif, au sein même de l'appareil judiciaire, que nous puissions nous lever comme un seul homme contre cela et pour faire avancer notre République. Merci. Alors, c'est complètement fini, mesdames, messieurs. Je rappelle que notre invité de ce jour, Maître Dalia Chilanda, est donc membre du Présidium La Relève. Et certainement, vous avez aimé cette émission féminine. Hein? Alors, n'hésitez pas de nous écrire, de nous envoyer des messages et vos propositions. Comme d'habitude, je ne cesserai de le dire. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, c'est l'heure, c'est complètement fini. Au revoir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Info 7. Et surtout, grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. Au revoir.